Je vais vous présenter l'utilisation d'une feuille Jupyter Notebook. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis sur l'ENT Mon Lycée. Les différentes applications proposées, il y en a une qui va nous concerner, c'est Capital. Alors, normalement, vous n'aurez jamais à accéder à cette application si ce n'est que vous-même, vous êtes rédacteur de feuilles. Autrement, cette application est plutôt destinée pour le professeur, mais je vous la présente pour que vous preniez la connaissance de ce qu'on entend par feuille Jupyter Notebook. Je clique. Alors, deux applications, l'une pour rédiger la feuille, la deuxième pour la mettre en ligne. Alors, le langage informatique que nous allons utiliser, c'est Python. Et très souvent, les applications qui utilisent du Python, vous avez ce petit clin d'œil, c'est que lorsqu'il y a un i qui se trouve dans le nom de l'application, ce i est transformé en y. Et très très souvent, vous avez même toujours l'association py hein, pour Python. Je clique sur Jupyter. J'arrive dans mon espace personnel dans lequel je trouve déjà des feuilles que j'ai rédigées. Je vais vous décrire une feuille. Voilà, donc je viens de charger une feuille Jupyter Notebook et je vais maintenant vous expliquer les différentes parties. Ici, nous sommes dans mon environnement, donc on peut retrouver mes fichiers. Donc, je clique dessus et voilà à quoi ressemble une page Jupyter Notebook. Donc, il faut assez... Donc, une page Jupyter Notebook se présente comment? C'est une succession de cellules. Lorsque je clique à l'écran, j'ai un encadré qui apparaît et le bord gauche prend une certaine couleur. Ça va me donner une indication sur la nature du contenu. Voilà. Donc, deux types de cellules. On a des cellules pour écrire du texte. Donc, on va utiliser une syntaxe Markdown. Si je clique dessus, je passe en mode éditeur. Donc, je vais pouvoir écrire du texte. Donc, je saisis un autre texte. Et pour voir le rendu, je clique sur Run. Voilà. Je constate que ces deux lignes n'ont pas les mêmes caractéristiques. J'ai utilisé ici un dièse, donc c'est un symbole qui va indiquer à l'interpréteur de la page que cette ligne-là doit être considérée comme un titre. Donc lorsque on exécute, cela va introduire une différence entre les deux types de police. Ça permet d'avoir une illustration avec des titres d'une page. Alors si je passe à l'autre cellule et que je n'ai pas cliqué sur Run, la cellule reste en mode éditeur. C'est pas très joli, donc il faut penser régulièrement à cliquer sur Run. J'ai saisi ici un tableau. Voilà comment se présente un tableau pour implémenter un tableau. J'ai pris des valeurs qui ne sont pas celles qui vous sont demandées, je les ai modifiées parce que l'inconvénient dans la simulation, c'est que tout est trop parfait et en réalité, vous n'obtiendrez jamais des mesures aussi parfaites. Donc, je les ai légèrement modifiées pour que ça ressemble à ce qu'on obtient habituellement en séance de travaux pratiques. Une autre cellule, une autre couleur. Donc là, on est dans le code. C'est du code écrit dans le langage Python. L'objectif dans cette vidéo n'est pas de vous faire comprendre comment se présente du code Python, mais simplement d'utiliser la page. Alors vous n'aurez simplement à écrire les valeurs ici qui correspondent à vos valeurs de i pour les valeurs de x. J'attire votre attention sur ce détail qui a toute son importance. En Python, la virgule est un séparateur. Ici, nous le voyons bien, lorsqu'on a une succession de données, si on cherche à les séparer, il va falloir utiliser une virgule. Ce n'est pas l'espace, ce n'est pas le point virgule, c'est la virgule. L'inconvénient, c'est lorsque nous utilisons la notation décimale,
Pour séparer la partie entière de la partie fractionnaire, nous avons l'habitude d'écrire avec une virgule. Donc la solution, c'est le point. Donc lorsque vous aurez des nombres décimaux à écrire, pensez systématiquement au point. Donc ici, je vais avoir une première liste de valeurs qui correspondent à l'intensité, qui vont être portées en X, et ici une deuxième liste qui est la tension, qui va être portée en Y. Ensuite, des instructions, et si je veux avoir le résultat de cette cellule, ce qu'elle fait, il suffit de cliquer sur Run. Voilà, donc je vais obtenir un joli graphique. On va retrouver ici les points, les axes qui sont gradués. Alors faites attention, nous prenons toujours l'habitude de mettre le 0 dans le coin. Ici, ce n'est pas le cas. Et les points ont été donc placés, graduation, intensité. Et ici, on voit bien qu'il y a une petite erreur qu'il faudra changer. Ce n'est pas l'intensité, mais la tension. Voilà, ça c'est la première partie du code à saisir. Et on va passer maintenant à la deuxième. Donc je vous montre un exemple. En fait, ici, je veux simplement dire que cette partie-là, c'est la modélisation. Donc je clique sur Markdown et je vais écrire modélisation. J'exécute. C'est pas le même rendu. Ici, c'est un peu la police est plus importante et c'est en gras. Je clique dessus et je me rends compte qu'en fait, il y a 3 dièses. Donc pour avoir le même rendu, je reviens ici et je vais rajouter 3 dièses. Run. Ici, j'ai repris le début du code et j'ai ajouté les lignes suivantes. J'exécute. Run. Et je vais obtenir de nouveau un graphique sur lequel s'ajoute une droite rouge. En fait, la droite rouge est obtenue par cette ligne-là. C'est la modélisation de nos points. Cette ligne va nous permettre de récupérer la valeur du coefficient directeur, qu'on appelle la pente, et leur donner à l'origine. Et vous allez lire ces valeurs ici. Pour conclure, si vous avez fait un peu n'importe quoi et que vous voulez revenir au point de départ, il suffit ici de faire noyau. Alors vous avez plusieurs options, soit redémarrer et effacer les sorties, je vais le faire. Voilà, donc en fait, si je veux avoir par exemple ici le résultat de cette cellule, il va falloir de nouveau relancer. Relancer, ça prend un peu de temps. Vous avez une autre option, par exemple ici, c'est redémarrer et tout exécuter. Donc automatiquement, toutes les cellules, au lieu de cliquer les unes après les autres nous-mêmes dessus, voilà, on va avoir le rendu. La deuxième application que je vais vous présenter est Capital. Alors cette application ne vous concerne pas, vous n'aurez jamais à l'utiliser. Par contre, je vais vous montrer l'envers du décor pour vous faire comprendre comment va fonctionner le travail avec une feuille Jupyter Notebook. Donc j'arrive dans mon espace personnel, on trouve ici la feuille que j'ai fabriquée pour la circonstance, donc caractéristique d'un conducteur ohmique. Et l'idée de l'utilisation d'une feuille, c'est comme pour un contrôle. Le professeur donc rédige un énoncé, qu'il va ensuite polycopier un certain nombre de fois. Les copies sont distribuées aux élèves, donc chaque élève reçoit un exemplaire du contrôle, note son nom et prénom, répond aux questions, et en fin de séance, laisse la feuille sur sa table, et puis quitte la salle. Le principe de fonctionnement d'une feuille, c'est exactement le même, sauf que vous êtes à distance. Donc je vais vous expliquer comment manipuler une feuille, et ce que vous allez devoir en faire. En fait, tout est résumé dans ce paragraphe. Donc vous lisez ces 3 lignes et vous avez tout compris. Je vais les reprendre avec vous. La première, je fabrique le modèle, il va falloir que vous obteniez une copie. Il va falloir saisir cette URL, donc vous copiez cette URL, alors très souvent vous la trouverez dans le document de travail, vous la copiez dans la barre du navigateur, et vous allez vous connecter au serveur de l'ANT.
au moment de la connexion, eh bien, le serveur va vous demander vos identifiants. Donc là, on est dans la phase où finalement, vous récupérez la copie de la feuille en mettant vos identifiants. C'est comme si vous aviez noté votre nom et prénom sur la feuille. Et moi, de mon point de vue, ici va apparaître les élèves qui vont avoir chargé la page. Ensuite, bah, vous travaillez sur cette page, donc vous répondez directement dessus aux différentes questions. Lorsque vous en avez terminé, vous pensez à sauvegarder. Alors, généralement, il y a une sauvegarde automatique. La sauvegarde automatique, c'est à peu près, ça dépend, c'est 4, 5, peut-être 10 minutes. Donc, ça veut dire que si vous y passez un temps très court, la sauvegarde automatique n'est pas encore déclenchée. Et donc, c'est à vous de sauvegarder votre document. Mais quel qu'il en soit, il faudra penser, avant de quitter euh, la page, de sauvegarder. Une fois que vous avez sauvegardé, c'est comme si vous avez déposé votre copie sur votre table, vous n'avez plus à vous préoccuper du reste. Dès que vous fermez la page, votre copie a été sauvegardée sur le serveur de l'ANT. Moi, je vais pouvoir récupérer cette copie. Donc ici, j'aurai une liste avec les copies. Je peux visualiser votre copie. Il suffira pour moi de cliquer sur votre feuille et je vais accéder à votre feuille. Je pourrais, si nécessaire, ajouter des commentaires, mettre une note. Lorsque j'en aurai fini, je sauvegarde. Et vous, si vous désirez prendre connaissance des commentaires que j'ai pu ajouter sur votre travail, eh bien, il suffira simplement de ressaisir l'URL, de vous connecter de nouveau. En chargeant la page, vous allez retrouver le travail que vous avez déjà effectué par le passé, en plus de mes commentaires. Donc c'est vraiment le principe classique d'une utilisation d'un document en classe.